Quand on tente de plonger son voisin dans l'obscurité, saura-t-on garder sa propre lumière allumée? Imaginez un instant. La nation qui menaçait hier de priver tout un peuple de lumière lutte aujourd'hui pour simplement éclairer sa propre capitale, ses propres rues, ses écoles, ses hôpitaux. C'est la dure réalité qui frappe l'Afrique de l'Ouest, une leçon d'humilité que le temps impose à ceux qui se croyaient invincibles. Le Nigeria, ce géant longtemps présenté comme le garant politique et énergétique du continent, paie aujourd'hui le prix d'une politique étrangère dévoyée, dictée non par la fraternité ni par l'intérêt collectif africain, mais par l'arrogance et, pire encore, au service d'intérêts extérieurs qui se soucient peu des peuples de la région. Il y a à peine quelques années, dans la chaleur étouffante des crises de 2020 à 2023, Abuja s'est vu offrir un choix historique. Le Nigeria aurait pu choisir la voie de la patience diplomatique, de la solidarité africaine, de la compréhension mutuelle, bref, incarner ce leader bienveillant dont la sous-région avait besoin. Au lieu de cela, ses dirigeants ont agi comme le bras armé de puissance, qui, de Paris à Washington, observèrent la région derrière leurs écrans, confortablement installés. Leur pari? Affamer le Sahel et surtout le Niger, pour forcer une reddition humiliante et imposer leur volonté. Le levier principal? L'énergie, ressource vitale, nerveuse, qui fait battre le cœur de toute nation moderne. Saviez-vous que près de 70% de l'électricité du Niger venait du réseau nigérian? Imaginez la dépendance, le pouvoir que cela conférait à Abuja. En un clin d'œil, la décision tombe. On coupe les lignes, on éteint les hôpitaux, on fait taire les usines, on veut briser l'esprit d'un peuple. Qui pouvait prévoir les conséquences réelles de ce choix impitoyable? Ce choix, applaudi par les puissances occidentales comme un coup de génie géopolitique, s'est révélé tragiquement naïf et contre-productif. Non seulement cette politique n'a pas brisé la résistance du Niger, elle a allumé une flamme nouvelle, celle de la souveraineté, de l'entraide régionale, du réveil des consciences endormies. Le Sahel, loin de s'effondrer, s'est redressé, porté par la solidarité et l'audace de ses voisins, et pendant ce temps, le Nigeria, pris à son propre piège, voit ses propres infrastructures vaciller sous le poids de ses contradictions et de la crise intérieure. Ironie du sort, le géant a trébuché sur la corde qu'il croyait tendre à ses voisins. Comment le Nigeria, ce leader naturel à la démographie et aux ressources colossales, s'est-il transformé en leçon vivante de souveraineté perdue? À quel moment la puissance régionale est-elle devenue l'ombre d'elle-même, servante des ambitions étrangères au détriment de ses propres fondations? Car au fond, l'enjeu, ce n'est pas seulement d'avoir du courant ou des devises, c'est la maîtrise de notre destin collectif, la sauvegarde de notre dignité et la défense de notre pouvoir politique face à la tentation d'agir pour d'autres. Peut-on réellement bâtir une Afrique forte sur la soumission aux consignes étrangères, sur la mise à genoux de ses voisins? Les peuples, eux, n'oublient jamais. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut d'abord se rappeler ce que devait incarner le Nigeria et ce qui a tout fait basculer. À quoi devait ressembler une Afrique de l'Ouest unie sous le leadership du Nigeria? Imaginez, un continent tiré vers le haut par un géant démographique, énergétique et militaire, capable de résister aux ingérences extérieures, garant de paix et de prospérité partagée. Pendant des décennies, c'était cette image-là que le Nigeria projetait, celle d'un protecteur régional, chef de file naturel de la CEDEAO. Avec sa population de plus de 200 millions d'habitants, ses réserves massives de pétrole et de gaz, son armée la plus puissante de la sous-région, il incarnait l'espoir d'une Afrique de l'Ouest capable non seulement de parler d'une seule voix, mais de défendre ses propres intérêts face aux ambitions étrangères. Qui n'a pas rêvé de voir les capitales africaines s'unir autour de Lagos et d'Abuja pour écrire ensemble une nouvelle page d'histoire? Mais ce rôle envié, ce mandat de gardien, reposait sur des fondations moins solides qu'il n'y paraissait. Pensons à la métaphore du pont. Si les piliers sont mal ancrés, la moindre secousse peut tout faire s'effondrer. Derrière l'image du géant se cachèrent des institutions fragilisées par des compromis, des pressions externes, des choix dictés non par la souveraineté nationale, mais par la quête d'approbation des anciennes puissances coloniales. Le Nigeria, au lieu de bâtir un pont solide entre lui et ses voisins,
a parfois laissé ses propres fondations se fissurer, sacrifiant la cohésion interne pour asseoir une influence internationale. À force de vouloir plaire à l'extérieur, a-t-on oublié d'écouter la voix de l'intérieur? Ce déséquilibre n'est pas qu'une question d'orgueil ou de prestige. Il y va de la stabilité de toute la région. Car si le pilier central vacille, c'est toute la structure ouest-africaine qui se retrouve menacée. Le risque? Perdre l'hégémonie régionale, voir la solidarité s'éroder et ouvrir la porte à de nouvelles ingérences, plus insidieuses, plus difficiles à contrer. En se posant comme gendarme au service d'intérêts étrangers, le Nigeria a oublié que la force réelle d'un leader régional commence toujours par la solidité de sa propre maison. Comment peut-on prétendre guider les autres quand on ne sait plus se gouverner soi-même? Mais au lieu de l'unité attendue, une décision fatale va bientôt faire basculer le destin de la région. Et si l'arme qu'on brandit contre autrui se retournait contre nous? C'est exactement ce qui s'est produit lorsque le Nigeria, fort de son statut de renforcé régional, a décidé de couper 70% de l'électricité fournie au Niger. Sur le papier, le plan paraissait imparable. Priver le Sahel de lumière et d'énergie, provoquer la panique, accélérer la capitulation des nouveaux régimes et s'octroyer ensuite les lauriers d'une victoire diplomatique, sous les applaudissements silencieux de Paris et de Washington. Mais derrière cette façade, un piège se refermait, et c'est Abuja lui-même qui allait en payer le prix fort. Sous la pression de ses alliés occidentaux, le Nigeria a cru pouvoir imposer sa volonté par la force du blocus énergétique. À Abuja, on espérait une reddition rapide, convaincu que les populations sahéliennes ploieraient sous le poids de la privation. Pourtant, ce calcul n'a tenu aucun compte de la résilience des peuples du Sahel, ni de la profondeur de leur détermination à défendre leur souveraineté. Là où l'on attendait des supplications, il y a eu résistance. Là où l'on pensait mettre à genoux, on a vu des nations se relever. N'est-ce pas souvent dans l'adversité que les peuples révèlent leur véritable force? Ironie tragique, pendant que le Niger et ses voisins du Sahel s'organisaient pour surmonter l'épreuve, le Nigeria lui-même s'enfonçait dans la crise. La capitale peinait à rester illuminée. La colère grondait parmi une population déjà épuisée par les pénuries et l'inflation. L'arme brandie contre le Sahel s'est retournée contre le bras qui la maniait. Les ressources, l'influence politique et la confiance diplomatique que le Nigeria a gaspillées dans cette opération n'ont servi qu'à fissurer davantage ses propres fondations. Pire encore, ce geste a coûté au Nigeria son capital politique dans la région. L'image du géant protecteur s'est effritée, remplacée par celle d'un exécutant des consignes étrangères, prêt à sacrifier ses intérêts et sa stabilité pour rester dans les bonnes grâces de puissances lointaines. Ce choix stratégique n'a pas seulement isolé Abuja de ses partenaires sahéliens, il a aussi révélé l'extrême fragilité de son influence. À vouloir soumettre, il s'est retrouvé en position de faiblesse, risquant de voir justement s'émanciper ceux qu'il voulait tenir sous contrôle. Peut-on vraiment inspirer le respect en asservissant ses pairs? La leçon est claire. On ne construit pas sa légitimité régionale sur la soumission à des intérêts extérieurs, ni sur la punition de ses voisins. Ce pari perdu a marqué le début d'un isolement diplomatique dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Mais l'histoire n'en resta pas là. Car, dans un retournement inattendu, la crise devint le moteur d'une émancipation sans précédent pour le Sahel. L'obscurité imposée devient lumière nouvelle. Mais pour qui? Alors que le Nigeria s'enfonce dans le chaos énergétique qu'il a lui-même nourri, le Sahel, supposé être étranglé par les sanctions et les ruptures, embrasse paradoxalement une ère de créativité et d'émancipation. Au Niger, les coupures d'électricité imposées étaient censées plonger la population dans la peur et l'isolement. Mais face à l'urgence, Niamey a choisi l'action. Multiplication des générateurs, accélération des projets hydroélectriques, alliance stratégique avec la Russie et la Chine. Au lieu d'attendre la restauration du réseau nigérian, le pays investit dans le solaire, déploie des micro-réseaux et bâtit, pierre après pierre, une souveraineté énergétique qui lui avait toujours été refusée. Qui aurait cru que la privation deviendrait un catalyseur d'indépendance? Là où les anciennes puissances tablèrent sur un effondrement, c'est une formidable réinvention qui se met en marche. Les délégations du Niger sillonnent désormais Moscou, Pékin,
Ankara, tissant de nouveaux partenariats, échangeant ressources contre savoir-faire, sécurité contre respect mutuel. Les sanctions, loin d'isoler le Sahel, l'ont poussé à diversifier ses options. Jamais cette région n'a été aussi courtisée, aussi libre dans ses choix diplomatiques, aussi audacieuse dans ses ambitions. Peut-on arrêter un peuple déterminé à tracer sa propre voie? Pendant ce temps, au Nigeria, le revers est cinglant. Le géant d'Afrique, autrefois si sûr de sa position de force, connaît aujourd'hui l'humiliation quotidienne des délestages et des blackouts. Lagos, Abuja, Kano, des métropoles entières plongées dans l'obscurité, des hôpitaux à l'arrêt, des marchés paralysés. L'image d'un Nigeria puissance régionale s'effrite à chaque coupure. L'incapacité à fournir l'énergie basique devient le symbole d'une crise de légitimité bien plus profonde. L'inflation explose, la monnaie s'effondre, et la colère gronde parmi une population qui voit sa qualité de vie détruite au nom de priorités étrangères. N'est-il pas tragique que ceux qui devaient éclairer les autres se retrouvent eux-mêmes dans la nuit? Le risque n'est plus seulement économique, c'est la crédibilité même du Nigeria qui s'effondre, tant aux yeux de ses voisins que de ses propres citoyens. Quand la nation qui devait montrer l'exemple devient l'incarnation de la débâcle, comment peut-elle encore prétendre guider la région? Derrière les discours officiels, une autre réalité s'impose. Avoir servi d'instrument a laissé le Nigeria plus vulnérable que jamais, exposé à des tensions internes qui menacent de tout emporter. Peut-on vraiment bâtir un avenir solide sur une telle fragilité? Et, comble de l'ironie, alors que le Nigeria s'agite pour maintenir la pression et préserver ses alliances extérieures, le bloc sahélien, autrefois menacé, s'affirme et attire de nouveaux partenaires. L'échec du blocus ne fait qu'accélérer ce basculement. Le Sahel, longtemps vu comme l'arrière-cour, devient un espace de résistance, d'innovation et surtout de fierté retrouvée. Mais le choc diplomatique ne fait que commencer. Car maintenant, face à l'ampleur des dégâts, les chefs du bloc régional cherchent déjà à revenir sur leurs menaces. Quand le tigre de papier est démasqué, qui le suit encore? Voilà la question qui s'impose lorsque l'on observe la débâcle institutionnelle qui s'est abattue sur la CEDEAO et le Nigeria. Il n'y a pas si longtemps, cette organisation régionale voulait incarner l'autorité, la stabilité, la force, un rempart contre les dérives, prête à imposer sa volonté, à tracer les lignes rouges. Mais aujourd'hui, le masque est tombé. Face au refus du bloc du Sahel de se soumettre, la CEDEAO, pressée par la crise grandissante et l'isolement politique, n'a eu d'autre choix que de lever les sanctions, d'ouvrir les frontières, de tendre la main, espérant voir revenir ceux qu'elle avait tenté de mettre à genoux. Mais la réponse fut cinglante. Les nations du Sahel, loin de se précipiter dans les bras de l'ancien ordre, ont formalisé leur propre alliance, affichant une unité inédite. Elles coupent les ponts, bâtissent de nouveaux partenariats, récupèrent leurs ressources stratégiques et affirment haut et fort leur droit à la souveraineté. Le symbole est d'autant plus fort que ce sont désormais les institutions autrefois dominantes, la CEDEAO et surtout le Nigeria, qui se retrouvent isolés, dépossédés de toute autorité morale face à un Sahel résolument tourné vers l'avenir. Dans les couloirs des chancelleries d'Abuja et des grandes capitales ouest-africaines, l'heure n'est plus à l'arrogance, mais à la stupeur. Les alliés d'hier regardent ailleurs, les promesses de soutien s'évaporent. La structure régionale se fissure, la voix du Nigeria se fait inaudible, et la CEDEAO, désormais perçue comme simple vecteur d'intérêts étrangers, a perdu son pouvoir d'entraînement sur la scène continentale. C'est une véritable dislocation institutionnelle. Ce qui devait unir les peuples s'est transformé en instrument de division, et l'échec est patent. Comment espérer reconstruire la confiance quand le lien est brisé? Le plus frappant dans cette situation, c'est que la main tendue par la CEDEAO ne suscite plus le moindre respect. Les peuples du Sahel n'ont pas oublié les tentatives d'asphyxie économique, l'ingérence, la posture de gendarme régional. Ils choisissent la rupture, prenant acte de l'effondrement moral de ceux qui prétendaient les guider. La leçon est claire, on ne construit pas l'unité sur la soumission, mais sur la reconnaissance mutuelle de la souveraineté.
Ce bouleversement institutionnel ne concerne pas que quelques élites. Il redéfinit l'équilibre des pouvoirs en Afrique de l'Ouest, creusant le fossé entre ceux qui aspirent à la maîtrise de leur destin et ceux qui persistent à jouer les prolongations du vieux monde. Pendant que le Sahel forge une indépendance nouvelle, le Nigeria plonge dans la tourmente économique, prisonnier d'une politique qui l'a détourné de ses véritables intérêts. Peut-on ignorer plus longtemps ce divorce entre les peuples et leurs institutions? La dignité n'a pas de proxy. L'Afrique forge son futur, main dans la main. Regardons la réalité en face. Quand un pays sacrifie la cause de ses voisins pour une poignée d'applaudissements venus d'ailleurs, il ne fait que scier la branche sur laquelle il est assis. C'est la dure leçon que le Nigeria, jadis géant confiant de l'Afrique de l'Ouest, est en train d'encaisser aujourd'hui. Ceux qui, à Abuja, croyaient défendre la stabilité régionale en imposant des sanctions instrumentalisées, ont fini par retourner l'arme contre leur propre peuple. Inflation galopante, pénurie, crise énergétique. Le prix à payer pour avoir transformé la politique étrangère en outil des puissances étrangères est exorbitant. Pendant que les projecteurs internationaux applaudissaient le zèle du gendarme africain, ce sont les Nigérians ordinaires qui subissent aujourd'hui le revers de la médaille. La pauvreté, le découragement, le sentiment d'avoir été trahis non seulement par le monde, mais d'abord par leurs propres dirigeants. Mais au-delà de ce drame humain, l'histoire du Sahel offre un contrepoint inattendu. Là où l'on voulait briser la volonté de peuples libres, la pression a forgé une nouvelle cohésion. Les États du Sahel, autrefois cible des blocus et des sermons moralisateurs, ont opposé la fierté à l'humiliation, la solidarité à la division. Dans la poussière dure des sanctions, ils ont semé les graines d'une indépendance véritable. Résistance et coopération sont devenues leurs armes. Aujourd'hui, leur émergence comme bloc souverain n'est pas un simple fait divers. C'est une page d'histoire. La preuve éclatante que la souveraineté ne se quémande pas, elle se construit. Ce contraste révèle l'ironie cruelle du récit dominant. On nous a longtemps répété que la puissance régionale, main dans la main avec les vieilles capitales, serait la garante d'un ordre africain moderne. Mais ce calcul, dicté par l'obsession de plaire à l'extérieur, a abouti à l'inverse de ses promesses. L'isolement du Nigeria, l'enrichissement de ses fournisseurs étrangers, l'appauvrissement de ses citoyens. Tout cela pendant que les peuples du Sahel, privés de soutien, ont appris à compter uniquement sur eux-mêmes, à se réinventer hors des schémas hérités du passé colonial. Voilà la vraie leçon qui s'impose à nous tous, Africains ou amis du continent. La souveraineté est indivisible, elle ne se délègue pas. Ceux qui trahissent leurs frères pour quelques faveurs étrangères finissent toujours par récolter la tempête qu'ils ont semée. L'histoire ne pardonne pas la compromission avec les fossoyeurs de notre dignité collective. Le moment est venu de choisir, suivre la voie de l'indépendance réelle, en assumant le risque et la responsabilité, ou s'enfoncer dans le déclin irréversible d'une puissance fantoche, prête à tout sacrifier pour quelques miettes. C'est une question de destin collectif, de dignité, de prospérité. Il ne suffit pas de dénoncer le jeu des puissances extérieures, il faut refuser de devenir leur instrument. Le Nigeria paie aujourd'hui le prix de ce renoncement, mais il n'est pas trop tard pour tirer la leçon. Le Sahel, lui, montre la voie, celle d'une renaissance fondée sur la confiance en soi, la solidarité régionale et la détermination à ne laisser personne écrire notre histoire à notre place. Alors, à vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez à Dakar, Lagos, Bamako ou Paris, souvenez-vous, la dignité n'est pas à vendre et l'avenir n'est pas à louer. C'est main dans la main, sans proxy, que nous bâtirons le pont vers un continent fier, prospère et souverain.